Voilà, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Face à l'actualité. Plusieurs sujets au menu de ce magazine. Énième prorogation de l'état de siège dans le province du Nord Kivu et des Litouries par le député national avec cette mutualisation de forces armées congolaises et l'armée ougandaise pour traquer le ZADF dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Nous parlerons aussi du procès Boukangalonzo dont le rapport, le dossier a été transmis au niveau de la Cour de cassation. Est-ce un acharnement contre la personne d'Augustin Matata Ponyo, ancien chef d'État de la RDC Congo Hold-up? Un rapport qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les médias nationaux et internationaux. Qui étaient les donneurs d'ordre dans ce rapport et qui cache le mépris de Jules Alenguete, inspecteur général de l'inspection générale de finances, qui qualifie cette enquête de non-événement et va même loin pour demander à la justice pénale de ne pas croire à ce média international. Nous en parlons dans cette émission avec un invité sur ce plateau, Christian Mayombe. C'est un analyste politique qui est avec nous. Christian Mayombe, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel. Comment vous allez? Oui, ça va, je me porte bien. Alors, Christian Mayombe, plusieurs sujets au menu de cette émission. On parle de l'état de siège, on parle du procès Boukangalonzo, de ce rapport Hold-up qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Énième prorogation de l'état de siège par les députés nationaux au niveau du Parlement. Est-ce que cette action lancée au niveau de la partie orientale du Congo a porté de fruits? Je vais citer un grand penseur, Nicolas Machiavel, qui disait qu'en politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose. Et à mon humble avis, je pense que l'état de siège, c'était le moindre mal. D'après les informations que nous avons, les IDF sont en débâcle ou en déroute parce qu'ils commencent maintenant à s'en prendre aux populations civiles. Ils ne savent plus affronter les positions régulières de l'armée régulière. Parce que apparemment, je vois comme si les gens ne s'en rendent pas compte. Une armée sérieuse ou bien une armée qui est en train de monter en puissance ne peut pas aller s'en prendre à des paysans ou bien à une maman qui part chercher le maïs ou bien qui part cultiver son champ. Non? Ça, ce sont des actions désespérées. Non, mais Christian Mayombe, quand je demande si ces actions ont porté de fruits, parce que les députés nationaux élus de ces entités respectives qui ne trouvent aucune importance de proroger l'état de siège, ils disent que avant l'état de siège est égal à pendant l'état de siège. Vous le suivez à travers nos médias. Bon, c'est la démocratie, mais les avis sont partagés. Les avis sont partagés. Il y a de ceux-là qui pensent que l'état de siège est en train de porter des fruits malgré les tueries, ces tueries que nous sommes en train de... La dernière attaque, l'attaque des Drodons en Ituri qui a fait, bien que le bilan était controversé, d'aucuns parlaient de plus de 100 morts tués dans cette partie de la République sous état de siège. Vous imaginez? Bon, ce n'est pas une guerre ordinaire. Hein? Bon, d'après les informations que nous avons, ce n'est pas une guerre ordinaire. C'est une guerre asymétrique, comme on dit. Donc, c'est du terrorisme. Hein? Un terroriste, on ne sait pas le saisir. Moi, personnellement, je pense que l'État congolais est en bonne voie vers l'éradication de ce phénomène ou bien vers la neutralisation de ces groupes armés. Nous avons demandé, nous avons proposé, en tant que fils du pays, en tant qu'analyste politique, au gouvernement si possible, de chercher une collaboration avec
une collaboration militaire bilatérale dans le but de mettre fin à ce problème. Bon, qu'à cela ne tienne, nous avons vu que ces derniers temps, il y a eu un rapprochement stratégique par rapport aux efforts dans le but de neutraliser les IDF, comme on dit. Je n'aime pas citer trop ce nom-là. Christian Mayombe, est-ce que la gouvernance militaire était opportun? Oui, mais ceux qui sont contre ça, est-ce qu'ils ont quelque chose d'autre à proposer? C'est ça le problème. Parce qu'à un moment donné, il faut agir, il faut faire quelque chose. À un moment donné, il faut agir, il faut faire quelque chose. Est-ce que vous suivez les médias nationaux, le ressortissant de cette partie de la République démocratique du Congo et la population locale qui se plaignent chaque fois de tueries de rebelles dans cette partie de la République? Bon, j'ai suivi dernièrement le point de presse qu'a tenu notre ministre. Non, là c'est les ministres, Oui. C'est l'officiel. Oui. Est-ce que vous suivez ceux qui vivent cette réalité? Oui, je les suis aussi. Mais j'ai pesé le pour et le contre par rapport aux opinions des uns et des autres. Et d'après les informations qui nous parviennent, ils font des victimes. Pour eux, c'est une façon de s'affirmer. En fait, c'est une guerre psychologique. C'est-à-dire, c'est du genre que vous avez fait l'état de siège, mais nous, on est toujours là. Pour que nous soyons là, on doit tuer des civils. Pour que la population garde à l'esprit que, voilà, l'État congolais n'a rien fait. Ils ne sont pas capables de nous neutraliser. Or qu'en réalité, sur terrain, ils sont en perte de vitesse. C'est ça le problème. Alors, vu que la situation s'améliore quand même dans certains coins, mais il y a tueries, l'état de siège va persister dans cette partie du pays. Jusque quand? Bon, je ne sais pas. Mais je fais confiance au FRDC, aux vaillantes forces, et que je salue. Je salue tous ces hommes de valeur et toutes ces femmes de valeur qui sont en train de servir sous le drapeau au péril de leur vie. On ne le dit pas assez, mais ce sont des gens... c'est la prunelle de la République, parce que il faut bien qu'il y ait des gens qui aiment ce pays. Et ces hommes et ces femmes démontrent à suffisance leur amour pour ce pays. Alors, et on leur dira pas assez merci. Voilà quoi. Donc moi, je pense que nous sommes en bonne voie vers l'éradication de ce phénomène-là. Petit à petit, malgré les tueries qui continuent, mais ce sont des actes désespérés. Ce sont des actes désespérés de ces groupes armés qui veulent manifester justement, manifester une forme de ténacité illusoire. Une ténacité qui n'est pas, parce que s'ils étaient réellement en train de monter en force, ils allaient s'attaquer aux forces régulières, pas à des innocents, sans défense, pris de manière isolée. C'est un peu comme les voleurs qui entrent la nuit. Quand vous dormez, il entre, il prend la télé, il prend le congélateur, il prend l'argent, et puis le matin, vous vous retrouvez, la porte était déjà ouverte, il n'y a plus la télé, il y avait tel mal là-bas, il n'y a plus d'argent. C'est fait. C'est comme ça qu'ils sont en train de procéder. Donc ils opèrent nuitamment, ou bien même de jour, mais de manière dissimulée. C'est ça. Alors, dans cette guerre que vous parlez d'asymétrique, et vous dites être une guerre asymétrique, nous voyons les forces onusiennes aussi combattre aux côtés de l'armée congolaise depuis presque 20 ans dans la République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes pour le maintien de cette force au pays, pour traquer les forces négatives? Bon, vous savez que nul ne peut défendre
les intérêts d'une personne mieux que lui-même. On ne doit pas se voiler la face. Les intérêts de la République démocratique du Congo, le besoin de paix, le besoin de stabilité, le besoin de progrès social, n'est pas forcément en adéquation avec les intérêts, que ce soit de nos voisins, ou bien que ce soit des pays dits du Nord, ou bien des pays développés. On ne doit pas se voiler la face. C'est à nous de protéger notre pays. C'est à nous de sécuriser notre territoire. Ce n'est pas à eux. Nous ne pouvons pas avoir la certitude ou bien l'exactitude du bien fondé de leur démarche ou bien de leur intention. C'est ça le problème. C'est-à-dire que tu es à la maison, tu es père de famille, tu peux demander de l'aide aux voisins, mais ne pense pas qu'il protégera tes enfants comme ses propres enfants. Ne pense pas qu'il protégera ta femme comme sa propre femme. Il va le faire, mais il agira comme un mercenaire. Or, le mercenaire a des limites. C'est ça que nous devons comprendre. C'est-à-dire quoi? Il est temps que les hommes et les femmes de ce fils et filles de ce beau pays puissent apprendre à défendre leur territoire. Mais Christian Mayombe, voilà. Elles sont là, ces forces onusiennes, je le dis ici, depuis plus de 20 ans en République démocratique du Congo pour combattre le milice, le rebelle aux côtés de l'armée congolaise. Vous êtes de ceux qui estiment qu'ils doivent se retirer du territoire congolais pour laisser seules les forces armées congolaises combattre ces ennemis? À vrai dire, le bilan est mitigé. Bon, certes, il y a une portion de la population qui bénéficie de la protection de la MONUSCO, mais l'objectif pour lequel nous avons fait appel à cette mission onusienne, cet objectif n'est pas atteint. Malheur est de le dire, mais c'est la vérité. Ils doivent plier bagage? Bon, ça, cette décision revient aux autorités. Kabila l'a dit, Dieu des tribunes des Nations Unies, lors de différentes assises internationales. Il y a pas mal d'activistes pro-démocratie qui, aujourd'hui, qui sont en train de revenir sur cette décision de l'ancien chef de l'État, que ce casque bleu plie bagage pour laisser seul le force loyaliste combattre ce rebelle. Eh bien, mon cher Lionel, si le résultat escompté n'est pas atteint, eh bien, il faut changer de fusil d'épaule. Voilà. Alors, Christian Mayombe, on parle de ces opérations conjointes lancées depuis hier entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise pour traquer le ZDF dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Vous savez que la population locale congolaise, nous sommes tous encore une âme, cette partie du pays qui souffre, je ne cesse de le répéter, depuis près de 20 ans par ces rebelles qui écument l'Est de la République démocratique du Congo. Pensez-vous que la mutualisation des efforts de ces deux armées ougandaises et congolaises peuvent mettre fin à ce qui sévit dans cette partie de la République? Bon, moi, de nature, j'aime la stratégie. Hein? Et je dirais qu'il n'y a pas de citadelle inattaquable. Il n'y a que des citadelles mal attaquées. Je pense qu'avec la bonne méthode, l'État congolais va parvenir à instaurer une paix durable dans la partie est de notre territoire. Le problème est que, ce n'est pas tout ça là, alliance avec tel ou tel. Le problème, c'est l'objectif poursuivi. L'objectif poursuivi, c'est la paix. Et c'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin qui justifie les moyens. C'est vrai que cet adage-là peut paraître parfois
immorale, mais bon, c'est la La fin. MONUSCO force onusienne ici depuis plus de 20 ans, sans résoudre ce problème. Pensez-vous vraiment que cette mutualisation, ces opérations conjointes peuvent mettre un terme à ce qui se vit dans cette partie du pays? Je répète cette question. Si c'est bien cadré, ça peut porter des fruits. Je dis bien si c'est bien cadré, ça peut porter des fruits. À condition que nos propres services de sécurité, l'ANER et toutes les forces de sécurité, à condition que nos propres forces armées, les FARDC, puissent avoir prédominance ou bien un souci supérieur, ou bien une implication, voilà le mot, une implication qui est supérieure. C'est uniquement dans cette condition-là que la coopération va marcher. Quand tu fais appel à un voisin pour t'assister dans le feu qu'il y a dans ta maison. Mais quel voisin? Pardon? Quel voisin? Lorsque vous parlez d'un voisin, quel voisin? Le ZADF, ce sont des rebelles, on dit que ce sont des rebelles ougandais, qui viennent de l'Ouganda. L'Ouganda qui nous doit 10 milliards de dollars pour ce qu'ils ont commis dans la partie orientale du pays. Et pas mal des rapports citent le Rwanda, Ouganda, comme auteur de ce qui se passe dans la partie est de la RDC. Vous imaginez, quand vous parlez de voisins? Vous savez, l'intelligence et la dextérité, c'est aussi la capacité de savoir comment se servir des personnes nocives. Là, maintenant, nous sommes dans la haute politique. C'est-à-dire quoi? Certes, ses voisins sont ce qu'ils sont. Mais je pense que si nous, Congolais, nous nous montrons beaucoup plus sages, beaucoup plus intelligents, nous avons la capacité de les utiliser dans le sens de nos intérêts. Je le dis. Et je pense que nous en sommes capables. Et lorsque vous voyez la population, en fait, ils vont en Ouganda, Rwanda, parce qu'il n'y a pas des murs pour sauter, mais ce voisin-là, la population, l'image qu'a la population des étrangers, l'armée étrangère, lorsqu'ils imaginent, les rebelles viennent du Rwanda, viennent de l'Ouganda, vous voyez ce que ça peut créer dans le chef de la population congolaise. Bon, c'est là maintenant, c'est là où le résultat peut tout changer. Malgré cette impression-là, si demain, cette connivence ou bien cette coalition permet de ramener la paix, au moins, on dira, voilà, c'était pas le meilleur des choix, mais quand même, les résultats sont là. Et moi, je suis toujours optimiste, parce que le pessimisme ne paye pas. Mais pourquoi ne pas, on est en train de réfléchir à toi, pourquoi ne pas renforcer l'armée locale, l'armée nationale, en lieu et place de demander de l'aide aux voisins? On a une armée forte, une armée qui occupe une place importante parmi les armées africaines. Oui, mais notre armée est forte, c'est vrai, mais elle connaît certaines difficultés qu'il ne serait pas, pour moi, très patriotique d'évoquer ici sur ce plateau. Voilà la raison pour laquelle le président de la République, je pense, j'essaie de réfléchir parce que personne ne peut véritablement comprendre ou bien avoir les informations qu'a le chef de l'État. Mais moi, j'essaie de réfléchir en tant qu'un homme politique, en tant qu'un analyste, en tant qu'un Congolais. Je pense que si le président de la République accepte ou bien cette option, ou bien cette optique
collaboration. Parce qu'à un moment donné, on nous a parlé même du Kenya et consorts. Si le président de la République aborde facilement la question de la collaboration avec un partenaire bilatéral, je pense que avec toutes les informations dont il dispose, lui estime que c'est une voie nécessaire. Parce que peut-être que la réforme de notre armée va prendre beaucoup de temps. Et que pendant ce temps-là, on peut demander... Mais Christian Mayombe, pourquoi on doit toujours recourir aux voisins pour résoudre nos problèmes en interne? Parce hormis ce qui se passe, hormis le cas de l'Ouganda, prenons le cas du Rwanda qui désire construire un village à la hauteur de 30 millions de dollars au rescapé de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Et si l'on prend ce que le Jeep Palisade ont coûté aux députés nationaux, au Trésor public, plus de 50 millions de dollars américains, que le gouvernement congolais lui-même peut le faire. Pourquoi toujours demander la main extérieure pour résoudre nos conflits? Vous avez abordé un peu deux sujets. Bon, je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Pourquoi est-ce qu'on doit demander de l'aide aux voisins? Parce que hier aussi, les voisins nous ont demandé de l'aide. Hier aussi, les voisins nous ont demandé de l'aide. Il suffit de revoir l'histoire de notre pays, du Zaïre à l'époque. Nous y sommes pour beaucoup dans l'indépendance de beaucoup de pays africains. Nous avons assisté beaucoup de nations dans leur route vers l'émancipation, la libération. Ce n'est que normal dans un moment de faiblesse. Nous aussi, nous pouvons recourir aux autres. C'est tout à fait normal. Bon, vous avez parlé... Mais est-ce que le contexte est le même? Lorsque vous dites que hier, nous, leur décision, on a assisté le voisin, à l'époque on était le Zaïre, mais le contexte était le même. Aujourd'hui, nous sommes dans les contextes où, à l'Est, ça ne va pas. À l'Est, il y a des atrocités qu'on ne peut pas vivre ni regarder dans nos téléphones. Est-ce que le contexte est le même? Justement, je ne pense pas. Le contexte, hier, c'était... C'était les Zaïre qui étaient forts. Justement, aujourd'hui, le Congo n'est pas tout à fait fort, du moins sur le plan militaire. Nous n'avons pas encore... La réforme de l'armée est toujours en cours, raison pour laquelle nous demandons quelquefois l'assistance des autres aussi. Et vous avez évoqué l'histoire de Jeep Palisade. Bon, non, on a fait une comparaison. Oui, s'il faut pour dire que voilà, c'est-à-dire pour dire que nous avons les moyens de faire ça. Que nous-mêmes nous pouvons faire ça. À ce que je pense, ces Jeep Palisade là, je crois, c'était un crédit, je crois bien, des députés. Bon, non, mais un crédit. Mais on a fait la totalité de cette somme que le Trésor public pourrait dépenser pour ses élus nationaux, qui va déjà au-delà de 50 millions de dollars américains. Bon, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce projet-là, qui je pense être une insulte pour le pays. Voilà, par rapport à l'honneur, sur le plan, c'est bien beau, mais je pense que quand même, on ne peut pas descendre bas jusqu'à ce point-là. Alors, voilà. Christian Mayombe, ça c'est un point de vue personnel. Ça c'est votre point de vue personnel. On va prendre un autre sujet. Parlons du procès Boukangalonzo. Vous savez, la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente par rapport à ce dossier. Le dossier qui a été transmis, selon les dernières informations, à la Cour de cassation pour suivre son cours normal. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Bon, après avoir étudié la question, d'après les informations qui nous sont parvenues, il y a 200 de cloches. Okay. Il y a l'IGF, l'Inspection Générale de Finances, qui affirme que tous les montants qui ont été versés par rapport à ce projet-là reviennent à 287 millions de dollars au total. Donc, 285 millions ont été versés à partir du compte du Trésor, qui est à la Banque centrale, 2 millions à partir du je pense bien du Fonds de promotion de l'industrie.
FPI. FPI. Et ils disent que dans le 287 milliards, aujourd'hui, après investigation du patrimoine restant, il n'y a que 80, il y aurait, entre guillemets, que 80 millions de dollars, dont 40 millions du fait de quoi? À cause de la ligne électrique, hein, c'est-à-dire la ligne électrique aurait coûté, tout le système électrique là aurait coûté 40 millions. Les autres 40 millions, à cause des bâtiments et tout ce qui reste. Mais les 200 millions restants, volatilisés, ça, c'est du moins par rapport à l'IGF. Bon, alors l'IGF a essayé de réfléchir, dire que selon lui, il y a eu deux facteurs qui ont été aussi à la base de cette débâcle. Il y a eu la surfacturation et puis la prédation, parce que certains matériels étaient restés à l'abandon, alors tout le monde prenait ce qu'il voulait. Alors, nous avons aussi suivi, je pense j'ai suivi dans l'émission de... Vous avez suivi le concerné lui-même? Oui, il y a eu M. Christian Bossembe avec, je crois, M. Zantoto, un journaliste de Télé 50. Ils ont appelé M. Grobler, je crois bien. Alors, M. Grobler, lui, il dit que c'est que lui aurait reçu, il parle de 138 millions. Donc, d'après les preuves, les échelonnements. Et il dit que si le projet n'est pas arrivé jusqu'à terme, ce serait à cause du non-engagement de l'État congolais. Alors, on ne sait pas exactement comment, qui dit quoi. Mais maintenant, quand on revient maintenant à l'IGF dit qu'il y a 9 personnes concernées. Parce que souvent, les gens croient qu'il s'agit uniquement de M. Matata et de M. de Africom. Donc, Matata et Africom. Mais selon l'IGF, il y a 9 personnes qui sont concernées dans cette histoire. Donc, M. Grobler parle de 138 millions. L'IGF parle de 287 millions qui auraient été versés pour le compte de ce projet. Et moi, je pense que le problème se situe à quel niveau? Est-ce qu'il y a eu détournement? Oui. Qui a fait le détournement? C'est là maintenant la question. C'est là maintenant la question. Hein? Qui a fait? C'est ça, c'est là où le problème se pose. Définir le lien de causalité. Mais l'IGF a été clair par rapport à cela. Dans son rapport, d'où il a évoqué quelques millions volatilisés, il en a été clair. Oui, mais c'est à la justice, justement, d'établir. Parce que l'IGF dépose ses rapports, mais c'est à la justice de nous dire finalement ce qu'il en est pour de vrai. Parce que ce qui est sûr, c'est que cette histoire, c'est un grand gâchis. Bon, quand j'ai suivi M. Grobler, j'ai vu un peu... Bon, c'est vrai que nos amis anglo-saxons sont des bons acteurs. Mais, du moins, l'impression qu'il m'a donnée, il m'a donné l'impression d'un monsieur sincère. Surtout quand il disait que... Donc c'est un acharnement sur la personne de Matata. Lorsque vous avez suivi Grobler, les DG de cette société évoquer des preuves à la hauteur de 100 et quelques millions de dollars américains. Je n'affirme... Et Matata qui au départ disait qu'il serait sain et dans ce dossier.
nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ce n'est pas à l'accusé de déterminer son innocence, mais c'est à la justice de le faire. Ce n'est pas à l'accusé d'établir son innocence, mais c'est à la justice de le faire. L'IGF dit qu'il y a 9 personnes qui seraient impliquées dans cette affaire, trempées dans cette affaire. Or, de l'autre côté, M. Krobler dit n'avoir reçu que 138 millions. Or que l'IGF dit qu'on a payé 287 millions. Bon, les 149 millions qui restent là, c'est entre les autres intervenants. C'est ça maintenant le problème. Il y a d'autres personnes qui ont ponctionné l'argent dans cette histoire. On ne doit pas nous faire croire qu'il s'agit de M. Matata lui-même et de M. Krobler. C'est un grand système qui est là. C'est pourquoi nous appelons la justice congolaise à ne pas décevoir le peuple congolais. Parce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures que la justice élève une nation. La justice est le seul espoir pour ce pays. La justice est le seul espoir. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Je disais tantôt que certains croient que le poumon de l'économie, le poumon de notre économie, ce sont les minéraux. D'autres disent que bon, le poumon de notre économie, ça doit devenir l'agriculture. Moi, je dis que tout ça, ce sont des accélérateurs. Mais on parle ce sont des accélérateurs du moteur. Quand il y a un accélérateur, il doit avoir un moteur. Et le moteur, c'est l'état de droit et la bonne gouvernance. C'est l'état de droit et la bonne gouvernance qui doit manager toutes les ressources pour le bien-être de la population. C'est pourquoi nous mettons un accent sur la justice. Parce que ce genre de procès, loin de s'acharner sur quelqu'un, le peuple a quand même besoin de voir une suite, qui est des responsables, qui est des gens qui sont remis en cause. Citées, comparaissent pour qu'ils soient sanctionnés. Que le peuple a besoin de voir, vu que c'est l'argent du trésor public, c'est l'argent de la population. Parce que cet argent-là, c'est de l'argent précieux qui peut construire des routes, qui peut construire des écoles, qui peut construire des hôpitaux, des orphelinats. C'est de l'argent précieux. Mon frère, Lionel, 300 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas donné comme ça. C'est pas donné. C'est pas donné. C'est 300 millions, près de 300 millions de dollars. C'est de l'argent précieux pour la République. Pendant que dans un pays comme le Congo, nous sommes en insécurité alimentaire. C'est honteux. Bon, aujourd'hui, on nous parle des nouvelles cargaisons, des chinchards et autres. Presque 1100 tonnes. C'est bien, c'est une bonne chose. Qui sont arrivées à Matadi. C'est une bonne chose. Nous disons bravo au gouvernement, bravo au président de la République. Mais un pays comme le Congo ne peut pas importer de la nourriture. On doit se le dire. Avec toutes les... Pendant que les poissons meurent de vieillesse dans ce pays, est-ce que nous, les Congolais, nous avons une dignité? Nous, Congolais. L'ego et l'orgueil, ce sont des valeurs. Pas dans le sens péjoratif. Mais je pense qu'un Américain, quand il vient au monde, il dit que je suis Américain, je suis number one. C'est de l'ego. Un Israélien, quand il dit que bon, c'est la nation des dieux, c'est une forme d'ego. Dieu, c'est-à-dire Dieu, c'est les dieux d'Israël. C'est une forme d'ego. Nous aussi, nous devons développer un ego nationaliste. Nous avons besoin de ça. Parce que si nous avons cet ego nationaliste, il y a des choses que nous n'allons pas accepter. Il y a des choses que nous n'allons pas tolérer. Mais qu'est-ce qui nous manque pour développer cet ego? Que l'enfant congolais, l'individu congolais, les citoyens congolais se sont plus élevés, plus à la hauteur par rapport à d'autres nations. Comme vous avez cité l'exemple des États-Unis. Il y a beaucoup de facteurs. Vous savez, Lionel, l'homme est le fruit d'une éducation. Les élites ont échoué déjà. L'homme est le fruit d'une éducation. L'homme est le fruit d'une éducation. La moralité doit être suscitée chez quelqu'un. C'est-à-dire, pour qu'un enfant ait une bonne moralité, on doit l'apprendre à avoir une bonne moralité. Ce n'est pas un fait de hasard. C'est-à-dire que nous devons refonder l'homme congolais. Refonder l'élite congolaise. Les nouvelles générations
doivent être recadrés dans une direction nouvelle, vers une direction nouvelle, vers une voie nouvelle qui va promouvoir justement ou bien propulser cette nation vers la destinée qui lui est propice, vers la destinée qui lui convient. Alors, en parlant de la justice quant à ces procès, revenons sur ce procès Matata, vous aviez dit que vous sollicitez l'implication accrue de la justice congolaise. Oui, oui. Mais quels sont les juges naturels d'Augustin Matata Ponyo? Déjà, la haute cour, la cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de trancher plutôt cette affaire. Et pensez-vous que la cour de cassation serait son juge naturel? Bon, vous savez, moi je ne suis pas un juriste, je suis un économiste de formation. C'est vrai que j'ai des connaissances en droit, mais chacun son domaine. Ce que je sais, c'est que la justice doit être faite. Peu importe le moyen, peu importe la configuration, mais le droit doit être dit et que nul n'est au-dessus de la loi. C'est ce que moi je sais. Donc, ils n'ont qu'à s'arranger comme ils veulent. Mais le peuple congolais a besoin qu'il y ait des responsables. La loi fondamentale, la Constitution est muette quant à ce. Oui, mais la Cour de cassation est là pour interpréter, je pense, la Constitution. Parce que je pense que même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Nul n'est au-dessus de la loi. Christian Mayombe, oui. On va terminer par ce sujet. Congo Hold Up, un rapport qui fait couler beaucoup d'encre de salive dans les médias tant nationaux qu'internationaux. Ce rapport n'est pas une instrumentalisation de l'Occident contre la personne de Kabila? Bon, c'est possible, hein, c'est possible. C'est possible. Mais moi, j'ai essayé de suivre de près le problème. Bon, en gros, ils disent que on parle du président honoraire, M. Joseph Kabila, on parle de sa sœur, on parle de son frère adoptif, un certain Sélémani. On dit qu'ils auraient détourné environ 138 millions de dollars. Et voilà les 138 qui reviennent encore là-bas. Ils auraient détourné environ 150 millions de dollars. Quelque chose comme ça. Bon. Et ils disent que il s'agit de 3,5 millions de documents. 3,5 millions de documents. Scrutés par ce média. Scrutés pendant 6 mois. Alors, d'aucuns leur ont posé la question de savoir est-ce que c'est humainement possible de scruter 3,5 millions de documents pendant 6 mois. Ils disent qu'ils ont des moteurs de recherche. Ils ont des moteurs de recherche. D'accord. Mais moi, je me pose la question. Les moteurs de recherche peuvent avoir la capacité. Je sais que les moteurs de recherche peuvent nous aider à catégoriser l'information. Mais est-ce que ces moteurs de recherche ont cette capacité d'analyser pièce par pièce 3,5 millions de documents comme un être humain peut le faire? Je ne pense pas. Donc, nous avons l'impression qu'ils se sont un peu précipités pour atteindre certains objectifs. Voilà, pour atteindre certains objectifs que eux seuls connaissent. Alors, est-ce que leurs objectifs sont profitables à la paix ou bien à la stabilité de notre pays? Je ne sais pas. De l'autre côté, j'ai écouté M. Jules Alingué Tekei qui dit que il est vrai que 43 millions a été, je ne sais pas, s'est retrouvé dans le compte de la BGFI Bank. Mais les 43 millions en question auraient été
Bon, la BGFI... Ces 43 millions proviennent du Trésor public via la Banque centrale du Congo. Mais on se demande qui est les donneurs d'ordre. Qui était le donneur d'ordre dans ce cas? Voilà, selon M. Jules alors, c'est-à-dire que je parle sous réserve de ce que lui-même a dit. Hein, les vidéos sont là disponibles sur YouTube. M. Alinguete dit ceci que les 43 millions de dollars se sont retrouvés à la BGFI Bank. Ils auraient ouvert un compte du nom d'Égal, qu'ils ont placé ça là-bas. Qu'eux-mêmes ils ont ouvert, qu'eux-mêmes ils ont actionné, qu'eux-mêmes ils utilisent. Et il n'y a aucune preuve qui lie ce compte Égal à la société Égal. Qui est... Non, mais vous savez à qui appartient cette société Égal? Oui. Aux proches de l'ancien président de la République. Voilà, selon ce que monsieur, du moins l'information que nous avons suivie nous tous. Non, mais Alinguete, c'est l'inspecteur général de l'IGF, bien sûr, mais en tant qu'intellectuel, lorsque vous analysez le fait. Lorsque j'analyse les faits, je me dis que... Ce compte ouvert au nom de la société au nom de Égal. la société Égal. Et Égal, aujourd'hui, nous savons à qui appartient cette société. Voilà, mais selon l'information qui nous est parvenue, ou bien selon l'information qui est parvenue à l'IGF, c'est comme si, du moins l'impression que moi j'ai eue, c'est comme si la société Égal n'est pas forcément concernée par la manipulation de ce compte-là, qui porte son nom. Alors, il se pourrait bien que ce soit une manipulation. Il se pourrait bien que ce consortium de sociétés internationales cherche la tête de M. Joseph Kabila. Alors, si on cherche sa tête, pourquoi seulement maintenant? Alors que c'est eux qui sont à la base de son avènement. C'est ça le problème. Et voilà la raison pour laquelle je pense que à un moment donné, c'est la justice du Congolais, pour le Congolais, par le Congolais qui doit être appliquée. Et non une justice pour les puissants, par les puissants, subie par les Congolais, comme nous en avons l'habitude. Mais Christian Mayombe, qu'est-ce qui cache ce mépris de Jules Alinguete? Qu'est-ce qui cache ce mépris de Jules Alinguete vis-à-vis de ce rapport international, et qui a dit que c'est un non-événement, allait même plus loin, demander à la justice pénale de ne pas considérer ou de ne pas croire en ce média? Bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas entrer dans la tête de M. Jules Alinguete. Mais moi, personnellement, je demanderai à la justice de faire son travail et de bien le faire. Donc, de peser à partir des différentes informations et de dire le droit pour l'intérêt du pays. Et en pensant bien sûr à l'intérêt supérieur de notre pays qui est la paix et la stabilité. Donc, à travers, je crois à travers ce rapport que d'aucuns, surtout ceux qui sont proches de l'ancien président, pensent que ça a été monté de toutes pièces pour pousser l'actuel chef de l'État à livrer peut-être son prédécesseur, Joseph Kabila, à la justice. Bon, ce qui est certain, c'est que je ne pense pas qu'il y ait un parfum de bonne odeur entre la communauté internationale ou bien entre ces médias occidentaux qui ont monté ce rapport et l'ancien président. Non, le rapport n'est pas bon. Oui. Déjà avec Kabila le rapport n'est pas bon. Et les Occidentaux, ça, avec la réforme du code minier, ça a déjà créé cette nervosité. Premier élément, le rapport entre M. Joseph Kabila Kabange, président honoraire, et la communauté internationale, ou bien les médias, tout ce système-là, il n'est pas bon. Ça, c'est clair. Deux, dire que le rapport est faux, je ne sais pas m'engager. Ça, je ne sais pas m'engager. De dire que ce qu'ils ont dit est faux, ça, je ne sais pas le dire. Alors, est-ce que ce rapport-là est causé par cette haine ou bien
ce climat indexant, bon, je ne sais pas me prononcer, mais qu'à cela ne tienne, nous demandons à la justice de dire le droit et tout en veillant à ce que l'intégrité ou bien l'intérêt supérieur de notre pays soit préservé. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte que là, mais la RDC vient de faire un pas en avant, un pas exceptionnel que beaucoup de pays voisins ici n'ont pas atteint. C'est-à-dire qu'on avait un président de la République, il y a eu des élections, il y a eu un autre président, sans guerre civile, sans crépitement de balles. Et je pense que nous devons préserver cet élan démocratique-là. Parce que la démocratie parfaite, elle n'existe pas. Même aux États-Unis, on a vu une vieille démocratie, mais M. Trump... Mais avoir ce rapport, ça vient encore jeter de l'huile dans le feu après la dissolution de la coalition du mariage FCC-CACH. Déjà, vous savez, la relation entre la Kabylie et Tshisekedi, vous savez à quel niveau ça se situe. Et avec ce rapport, ça vient encore jeter de l'huile dans le feu. Bon, moi, je pense que toutes ces guéguerres politiciennes, si c'est pour l'intérêt supérieur de la nation, tant mieux. Mais si c'est pour des intérêts personnels et égoïstes, il faut laisser tomber. Consolider la démocratie, consolider cette alternance. Voilà. Le Congo, ou bien les acteurs politiques congolais doivent veiller justement aux acquis de l'alternance. Veiller sur ça comme un œuf. Veiller sur ça comme un œuf. Protéger ses acquis. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Christian Mayombe. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Oui. Merci d'avoir été de notre, être passé pour scruter, épiloguer sur différentes questions d'actualité. Merci, Lionel. Voilà. C'était un plaisir. Partager avec vous, c'est toujours un plaisir. Voilà. Merci beaucoup. C'en est fini pour ce numéro de Face à l'actualité. Christian Mayombe, il était notre invité. C'est un analyste politique, économiste de formation. Il était là avec qui nous avions discuté, scruté différents sujets d'actualité pour le compte de cette émission Face à l'actualité. Merci également à l'équipe technique qui a concouru pour la réalisation de ce magazine. C'en est fini. Merci de l'avoir suivi. Le rendez-vous dans le tout prochain numéro.